Voilà, bienvenue à toutes et tous dans ce podcast de l'immobilier, podcast à l'initiative de Radio Imo, elle-même à l'initiative du CEFIM. Ces podcasts sont une nouvelle modalité de communication. On profite du déconfinement, on profite du confinement pour communiquer avec vous, communiquer avec l'ensemble des agents immobiliers sur des questions qui vous concernent au quotidien, particulièrement cette période de crise. On a le plaisir, effectivement, d'être sous l'animation de Jean-Pierre Lannoy, qui est président du CEFIM, mais aussi directeur de radioimo.be, qui accueille Maître Laurent Olivier Enroth, avocat chez Lexing. Voilà. À très Oui, bientôt. Jean-Pierre, vous avez la parole. merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Chers amis, bien bonjour à vous de nous recevoir sur ce mini plateau. Il nous semblait opportun de pouvoir aborder quelques sujets qui vous intéressent, sujets techniques, sujets juridico-techniques et qui font naturellement et qui sont en parfaite correspondance avec l'actualité que nous connaissons actuellement. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Laurent Olivier Enroth. Maître, un grand merci de votre participation sur ce mini plateau. Vous êtes de la société d'avocats Lexing. Vous êtes en plus, bien entendu, vous êtes avocat, bien entendu. Vous êtes en plus chargé d'enseignement à l'Université de Liège. Vous êtes également chargé d'enseignement à la Haute École Libre Lausanne. Vous êtes également rédacteur du Forum de l'immobilier et vous êtes vraiment un peu de tous les débats dédiés, je crois, à la vente immobilière. Et vous nous faites toujours le très grand plaisir, très grand honneur d'être notre formateur au sein du CEFIM. Alors, première question rapide, maître, que je vais vous poser. Il y en a quelques-unes comme ça pour essayer de brosser vraiment ce qui paraît être vraiment comment dire, un souci pour pas mal d'agents immobiliers. Alors, première question, supposons que nous avons un acquéreur qui a acquis un bien, qui a signé un compromis au mois de janvier, au mois de février. Il a assorti, bien entendu, son achat où il a inclus dans son compromis de vente une condition suspensive qui lui permet de solliciter un financement dans les 2 mois. Que se passe-t-il dans la période actuelle? Est-ce que finalement, tenant compte des nouvelles dispositions de l'arrêté royal qui suspend toute une série de délais légaux, est-ce que ces conditions suspensives sont également impactées par cette disposition? Alors, tout dépendra, Jean-Pierre, de la manière dont la clause intégrant la condition suspensive a été rédigée dans le compromis de vente, dans l'acte de vente. J'ai pris comme base le compromis langage clair, qui est le compromis type commun à la Fédération des notaires avec Fédéria, Oui, effectivement, oui. qui prévoit que dans cette circonstance, si l'acquéreur ne peut obtenir de la part de son organisme financier une réponse, un octroi, relative à l'octroi de son prêt hypothécaire, il doit informer le vendeur de ce que la vente ne pourra pas être considérée comme existante. De ce fait, la clause suspensive ne remplira jamais son effet et la vente n'aura jamais lieu. C'est évidemment peut-être une circonstance que ni le vendeur ni l'acquéreur ne souhaitent. En cette circonstance particulière que nous connaissons, les parties voudront probablement, en tout cas rien ne s'y oppose, mais il faudra qu'elles soient toutes les deux d'accord de prolonger le délai qui est prévu dans la condition suspensive. Dans ton exemple, c'était 2 mois. Elles peuvent envisager de dire que ce sera désormais 3 mois ou 4 mois. Mais la réponse à la question très exactement, c'est les délais ne seront pas suspendus. L'acquéreur aura toujours l'obligation, en vertu de cette condition suspensive, de faire toutes les démarches et de prouver qu'il a tenté de faire les démarches nécessaires à l'obtention de ce crédit. Et s'il n'obtient pas, bien, la vente n'aura pas lieu, sauf accord des parties pour prolonger le délai. Très bien. Alors, deuxième sujet qui est éventuellement excessivement important, on voit le bâtiment. Le bâtiment va subir des retards. On était en pleine période au mois de mars, avril. Ce sont des périodes naturellement durant lesquelles le bâtiment est naturellement en pleine activité.
La plupart des entreprises, je crois que j'ai cru entendre, c'était quasiment 80% des entreprises en bâtiment avaient suspendu leur activité. Ça va immanquablement générer des retards de réalisation. Alors, quid, bien entendu, de la personne qui espérait rentrer dans sa nouvelle maison au 1er juillet et que manifestement, ben, il est là et ben, la toiture n'est pas tout à fait terminée ou on n'a pas encore terminé les carrelages. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il peut aller dire mon cher entrepreneur, je suis désolé, vous n'avez qu'à travailler nuit et jour, mais moi, je tiens à rentrer le 30 juin. Alors, comme pour la première question, la réponse est tout d'abord dans le dialogue entre ici le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, comme tout à l'heure, entre l'acquéreur et le vendeur. Si le dialogue ne permet pas de résoudre immédiatement la question, il sera de toute façon intéressant d'aller voir ce que dit le contrat. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans une situation où l'entrepreneur voudra se prévaloir d'une circonstance de force majeure, un cas de force majeure qui obéit à certaines conditions, à certains critères. La particularité de cette notion de force majeure, c'est qu'elle peut être aménagée contractuellement. Donc, il faut que les parties aillent voir dans le contrat l'acquéreur et le constructeur et le maître d'ouvrage pour voir s'ils ont appréhendé cette situation que nous connaissons actuellement dans les circonstances qui sont décrites dans le contrat. Sinon, il faudra alors vérifier si les circonstances actuelles pour cette entreprise-là justifient qu'elle puisse se prévaloir d'un cas de force majeure. On en a parlé il y a un instant, 80% des entreprises ont actuellement cessé leur activité dans le secteur de la construction. 80% de ces entreprises donc, ne sont pas en mesure d'exécuter un travail dans des règles sanitaires de distanciation sociale pour l'exécution du travail par les ouvriers dans des conditions acceptables. De sorte que, en vertu des critères que nous connaissons et qui sont dans l'arrêté ministériel qui énonce ces conditions de confinement, sinon il est pour l'entrepreneur obligé de fermer son entreprise, eh bien cet entrepreneur pourra se prévaloir de ces dispositions réglementaires pour dire qu'il n'est pas en mesure temporairement d'exécuter ses obligations par cette circonstance particulière et dès lors ne sera pas débiteur d'indemnité vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour le retard dans la réalisation de ces travaux. Mais vous qui êtes un habitué des dossiers de la construction, question peut-être complémentaire, est-ce que dans la majorité de tous les contrats de construction, n'a-t-on pas prévu d'office le cas de force majeure spécialement? Parce que vous dites oui, si on l'a prévu, mais est-ce qu'on a prévu le problème sanitaire ou est-ce qu'on a prévu la force majeure? Très honnêtement, les contrats pour la construction de maisons type unifamiliales n'ont pas forcément appréhendé ce type de circonstances. Et donc, effectivement, il y aura un rôle interprétatif des parties, le cas échéant de juristes, pour vérifier si, dans cette circonstance, ce qui est probablement le cas, l'entrepreneur pourra se prévaloir d'un cas de force majeure. Dans les contrats d'une plus grande importance, par contre, la description des cas de force majeure est très fréquemment indiquée, énumérée de façon limitative, afin d'assurer une sécurité juridique aux obligations des parties lorsque, précisément, une circonstance exceptionnelle intervient. C'est singulièrement le cas dans les marchés publics qui engendrent des coûts et des réalisations plus importantes, dans les PPP, et dans les contrats de construction plus importantes à titre privé. Alors moi, je suis bien conscient quand je vous entends que, bien entendu, le dialogue devra primer entre toutes les parties. Nous sommes dans une situation que nous n'avons jamais connue, une situation tout à fait exceptionnelle, imprévue. Donc, je suppose que les parties sont bien entendu invitées à trouver des terrains d'entente, à être aussi innovants dans leur recherche de solutions de conciliation. Mais naturellement, on sait fort bien qu'une partie se retrouvera devant les tribunaux. Alors, à ce niveau-là, quels ont été les changements actuels? Est-ce que tous les délais au niveau, je pense à la prescription par exemple, est-ce que ces délais sont suspendus? Est-ce que supposons qu'on a eu un délai de prescription un délai d'1 an, est-ce que spécialement, on va prendre 1 an et 2 mois, etc. Vous ne pourriez pas nous donner une petite information? Parce que sur de ma part, je crois qu'il y a eu un arrêté royal du 9 avril 2020 qui a un peu clarifié. Je crois qu'on l'attendait depuis longtemps, mais je crois qu'il a un peu clarifié les choses. Oui, tout à fait, à l'initiative du ministre Koen Geens, un arrêté royal dit numéro 2, comme vous venez de l'indiquer, a été
a été publié au Moniteur belge et lequel prévoit effectivement un certain nombre d'aménagements dans le déroulement des procédures civiles et le calcul des délais de prescription pour cette période particulière, en tout cas pendant la période de confinement. Puisque si des délais pour introduire des actions arrivent à échéance ou des délais de prescription arrivent à terme dans une période entre, d'une part, la date de publication, c'est-à-dire le 9 avril royal, et la fin du confinement, c'est-à-dire à l'heure actuelle, le 3 mai, imaginons que ce soit prolongé de 15 jours, ce sera alors le 18 mai, mais prenons l'hypothèse actuelle du 3 mai, si ces délais arrivent à échéance entre le 9 avril et le 3 mai, tous ces délais seront prolongés jusqu'à un délai d'un mois à partir, de mon exemple, du 3 mai. Donc vous prenez un mois et vous rajoutez un mois à la date. Le 3 juin. C'est le 3 juin actuellement. Et donc ça, ce sera le nouveau délai de prescription pour ces délais, quel que soit le moment auquel il est arrivé échéance, entre le 9 avril et le 3 mai. Ce sera d'office reporté au plus tard, au 3 juin, pour introduire l'action judiciaire, sauf à nouveau prolongation du confinement. Donc, si mon délai de prescription arrive, supposons le 15 octobre, et espérons-le vraiment que tout soit remis en état et qu'on soit totalement déconfiné, on va dire, ça restera le mois d'octobre et on n'aura pas été, ce délai ne viendra pas à terme dans la période et on pourra comme ça, valablement, reconsidérer les termes initiaux, repris les termes légaux. C'est bien Absolument. ça? D'accord. Alors, au niveau des tribunaux, comment ça se passe? Est-ce que les tribunaux, est-ce qu'on peut introduire des procédures? Parce que actuellement, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui, effectivement, a son délai de prescription qui arrive pour une procédure éventuelle? Vous le conseilleriez de malgré tout respecter ce fameux délai normal ou de pouvoir profiter de cette période un peu plus, comment dire, ouverte pour introduire? Quel est votre conseil? C'est plutôt le conseil d'avocat, on va dire. Oui, oui. En réalité, il faudra d'une manière ou d'une autre veiller à ne pas laisser s'échapper ce délai de prescription. Donc, il va falloir introduire une action judiciaire pour interrompre cette prescription si cela est nécessaire. Si on l'introduit pendant la période actuelle, l'affaire sera de toute façon quelque part suspendu dans son évolution, dans son instruction, en tout cas par rapport aux règles classiques, puisque l'affaire sera ce qu'on appelle renvoyée au rôle, c'est-à-dire renvoyée dans les cartons du tribunal, même si un calendrier rythmant l'échange de conclusions pourra être mis en place. Mais donc, les aspects présentiels de toute la justice aujourd'hui sont suspendus. Même les plaidoiries qui sont fixées pendant cette période sont remplacés par défaut par une procédure dite écrite, c'est-à-dire que l'examen se fera par le magistrat sur la base des documents qui ont été échangés pendant la phase écrite de la procédure. Donc, aujourd'hui, il ne sert à rien de vouloir forcer les portes, mais il faut veiller à introduire les actions au moment où elles doivent l'être, et c'est la raison pour laquelle on a, pas de façon démesurée, de façon relativement contraignante, un délai d'1 mois maximum, prorogé plutôt, les délais de prescription. Donc, ceux-ci ne seront pas comme ça repris au calendrier grec et laissés à l'appréciation de ceux qui étaient proches de la prescription. Il faudra veiller au grain. Eh bien, Maître Enroth, un tout grand merci de votre intervention sur notre petit mini-plateau de Avec Radio plaisir. Imo. On vous retrouve certainement dans le cadre d'une formation du CEFIM, certainement. Jonathan, je crois que nous avons assumé notre mission. Je crois que c'était très instructif. Je pense. Tout à fait. Et nous ne manquerons pas, bien entendu, de revenir, chers amis auditeurs, avec des petits flashs pour tantôt vous annoncer nos prochaines formations ou tantôt vous annoncer des nouvelles du secteur de l'immobilier. Il nous semblait intéressant puisque Radio Imo est quand même un outil de communication et il était vraiment dommage de le laisser, comment dire, dans les cartons actuellement puisque nous avons besoin de communiquer. Et je terminerai par enfin une petite parole, surtout, mais surtout avant tout. Prenez bien soin de vous et merci à vous tous de votre écoute. À très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. À très bientôt.